Pour ma part, donc, je vais évoquer, après la brillante intervention de Guillaume Bernard, donc, la question de l'ancrage du despotisme totalitaire dans la pensée politique moderne. Donc, ça se situe vraiment dans la continuité de ce qui a été dit par Guillaume Bernard, avec un angle plus philosophique que ici proprement historique. Voilà, mais je crois qu'il y a vraiment une continuité par rapport à ce qui a été dit. Alors en effet, donc, selon une doxa bien établie, nous en avons reparlé tout à l'heure, les régimes démocratiques modernes sont des régimes de liberté. La démocratie moderne serait même, à en croire beaucoup, le seul régime à travers l'histoire réellement libre, où des gens seraient réellement libres. Si on part de cette idée, bien sûr, on arrive tout de suite à la conséquence que toute forme de tyrannie est contraire donc à la démocratie et contraire aux principes qui sous-tendent donc ces régimes démocratiques. À plus forte raison, ça serait bien sûr le cas pour les régimes dits totalitaires que le XXe siècle donc, a mis à jour. Bien, donc il y aurait, si on reformule ceci, selon une thèse qu'on pourrait dire officielle, en tout cas qui est largement partagée, il y aurait une fondamentale différence de nature entre démocratie et tyrannie, et plus fortement encore lorsque cette tyrannie est totalitaire. Bien, alors qu'il y ait des différences entre les régimes, c'est assez évident. Je crois que mon prédécesseur en a évoqué certaines, parmi les plus évidentes, donc je me permets de ne pas y revenir. Mais au-delà de critères, je dirais, assez immédiats et assez donc évidents à percevoir, par rapport donc à de fait de certaines libertés que nous pouvons avoir dans nos régimes et que n'avaient pas ceux qui vivaient donc dans les régimes dits totalitaires. Si néanmoins donc on compare un petit peu les choses, si on va y voir, on peut bien sûr voir qu'il y a historiquement certaines continuités, certains passages en tout cas qui ont pu se faire entre ces régimes. Donc si je prends deux, trois faits, le communisme, y compris marxiste, s'est toujours revendiqué de la Révolution française, même s'il en a critiqué certains aspects. Notre République française également. Donc il y a au moins une référence commune. Le nazisme trouve un de ses fondements essentiels dans les théories racistes qui ont éclos dans les milieux universitaires et scientifiques occidentaux au cours du XIXe siècle et qui se rattache à ce qu'on appelait dans la théorie de l'évolution et laquelle donc a conduit à l'idée d'une différence entre races, pas entre espèces. L'espèce humaine est unique, mais il y aurait des races humaines donc différentes et une hiérarchie possible entre ces races. Bon, nous trouvons ça développé dans les universités donc, et les cercles scientifiques donc, en Occident, en France, mais surtout dans les pays anglo-saxons, c'est vrai. Et rappelons que le premier auteur à avoir exposé de manière systématique une théorie de l'évolution, c'est Herbert Spencer, auteur très largement oublié de nos jours, mais auteur libéral s'il en est, et qui a été l'un des plus lus du XIXe siècle, y compris en France. Bien, et rappelons au passage que nous sommes une génération qui a le triste privilège de voir réactiver de la manière la plus claire les pratiques eugéniques au sein même de nos démocraties. Bien. Donc il y a manifestement, et je ne fais qu'ici donner quelques signes, il faudrait bien sûr développer largement, quelques passages, et plus que des passages sans doute, entre nos régimes démocratiques et les régimes totalitaires. Et au-delà, de manière plus fondamentale, on peut dire que les totalitarismes historiques, pour autant qu'ils ont été des modes d'intégration des masses dans la communauté sociale, se sont donc définis contre, mais par conséquent aussi en fonction de l'individualisme moderne. On peut sans doute dire que les régimes totalitaires se sont proposés comme des solutions aux problèmes posés par l'individualisme.
c'est-à-dire des moyens de vaincre le caractère asocial de l'homme, le supposé caractère asocial de l'homme, selon donc le postulat anthropologique moderne. Et ce postulat anthropologique, donc ce caractère asocial de l'homme d'un point de vue donc naturel, est bien sûr à la base aussi des régimes démocratiques. Bien, sans doute cette ambition de vaincre les problèmes posés par l'individualisme, donc le problème d'une absence d'unité des hommes entre eux, d'une impossibilité, donc d'une unité véritable, cette ambition a sans doute à voir avec une des caractéristiques essentielles des régimes totalitaires, qui est leur dimension religieuse ou simili-religieuse. On en parlait aussi tout à l'heure, donc le totalitarisme, c'est, pour le dire en résumé, une sorte de déification de l'État, de rapport à l'État qui mime le rapport donc, religieux. Je crois que c'est Jacques Bainville, l'historien de l'Action française, qui définissait le totalitarisme comme la déification de l'État. Bon, ce qui est sans doute un assez bon résumé, même si bien sûr ça supposerait d'être développé. Bon, alors cette idée donc d'un régime qui mimerait quelque chose de religieux, donc c'est certes caractéristique très certainement des régimes totalitaires, mais on trouve quand même l'idée dans les penseurs qui sont à la base de la démocratie moderne et donc de la pensée démocratique. Pour citer le premier et sans doute le plus important d'entre eux, Hobbes, dans son Léviathan, dans la préface du Léviathan, donc son principal ouvrage, va évoquer donc le corps sociopolitique comme un dieu mortel, en termes de dieu mortel. C'est un être artificiel, voilà, qui est un dieu mortel dont la souveraineté est l'âme, nous dit Hobbes. Un peu plus près de nous, quelqu'un comme Edgar Quinet, qui est largement aussi oublié de nos jours, mais qui a été extrêmement important puisqu'il est celui qui trace le programme politique des Républicains au XIXe siècle, programme politique, séparation de l'Église et de l'État, et école laïque obligatoire pour tous, notamment, c'est les deux piliers. Edgar Quinet affirmait très clairement qu'il n'y a pas de régime politique durable sans fondement religieux. Et c'était la critique même qui faisait de la Révolution, de n'être pas allé jusqu'au bout de la refondation religieuse de la société française, en n'ayant pas réussi donc à éradiquer définitivement l'Église. Bon, donc cette question religieuse, au moins d'un fondement religieux de l'État, on le trouve donc dans le totalitarisme, mais aussi manifestement chez les théoriciens des régimes libéraux, si tant est que la République française soit un régime libéral, ce qui est encore une autre question. Bien, donc on peut conclure de cette première remarque qu'il y a bien un ancrage du totalitarisme dans la pensée politique moderne. Bon, ceci n'est pas sans importance, bien sûr, pour nous éclairer sur le régime démocratique moderne en lui-même et éventuellement donc sur les dérives que nous pouvons connaître de nos jours. Bien, la thèse que je vais donc défendre, pour finir, c'est qu'il n'y a effectivement qu'une différence de degré et non de nature entre les régimes totalitaires et les régimes dits démocratiques modernes. Il y a donc une forme de porosité au moins entre ces deux types de régimes et des affinités fortes. Et ces affinités, on peut dire qu'elles tiennent à leur commune confrontation à un même problème. Comment faire une société à partir d'un homme conçu comme un individu naturellement asocial? Ça, c'est la problématique politique moderne et c'est le point de rupture essentiel avec la conception héritée des Grecs et reprise par les théologiens et philosophes chrétiens au Moyen-Âge, pour le dire rapidement. Le principe donc énoncé le plus clairement par Aristote, l'homme est un animal politique, ce qui sous-tend qu'il est naturellement, bien sûr, sociable. Bon, le postulat moderne, c'est précisément le contre-pied absolu. C'est l'idée d'un individu qui est radicalement autonome, comme dira Kant, c'est-à-dire qui est autarcique, naturellement, voilà, et qui par conséquent n'a pas besoin des autres, et qui donc ne va rentrer dans le jeu social
on le verra par nécessité, mais aussi sur la base de ce fameux contrat, donc soi-disant donc, sur une base volontaire. Bien. Donc ce problème, il est commun à toutes ces formes de régime. Alors pour développer cette thèse, je m'appuierai donc principalement sur l'exemple de Jean-Jacques Rousseau. Parmi donc, tous les auteurs modernes, je l'ai choisi pour certaines raisons qui, je crois, apparaîtront dans l'exposé. Alors précisément pour commencer, il me faut justifier le choix de Jean-Jacques Rousseau, sachant qu'il a souvent été en effet invoqué comme l'exemple même de celui qui a préparé les totalitarismes. En quelque sorte, si les totalitarismes ont pu naître, ça serait, pour parodier Hugo, la faute à Rousseau. Bon. Alors, de fait, Rousseau a été très, très rapidement incriminé, on va dire, ou en tout cas critiqué par certains auteurs comme ayant donc développé une pensée, disons, dangereuse. Et ceci donc très vite après sa mort, puisque ça commence au moins avec Benjamin Constant. Sans doute il faudrait aussi aller voir chez Burke, donc le critique de la Révolution française. J'avoue que je n'ai pas eu le temps de le relire. Mais en tout cas, dès Benjamin Constant, donc, dans ses principes de politique publiés en 1815, on a donc une accusation donc proférée envers Rousseau. Donc Rousseau aurait méconnu, selon Constant, le fait que tout dans l'homme ne puisse pas être réduit donc au social et qu'il y a quelque chose qui échapperait au conditionnement social. Ceci pour résumer la pensée de Constant. On retrouverait le même genre de critique chez un juriste français qui a été assez connu en son temps, qui était Léon Duguy, qui dans des conférences faites aux États-Unis, qui ont donné lieu donc à un ouvrage qui s'appelle donc Souveraineté et liberté, donc ce sont des conférences faites à New York en 1920-1921, souligne aussi donc le caractère potentiellement tyrannique de la pensée de Rousseau, et Duguy souligne son caractère sophistique. Alors Duguy, si Constant, j'ai oublié de le préciser, se rattache bien entendu au libéralisme. C'est un des auteurs français libéraux par excellence. Alors Duguy, lui, n'est pas vraiment un libéral, puisqu'il se rattache à la pensée du solidarisme, donc, qui avait été développée à partir de Léon Bourgeois dans les années 90 donc, du 19e siècle, et ce qui est devenu donc, un peu la philosophie officielle des radicaux en France, hein, et qui essayait de trouver une sorte de voie médiane entre socialisme et libéralisme. Mais très clairement, donc, Duguy se rattache au positivisme, ce qui est un de ses ancrages très, très clairs. Bien, on trouverait également, pour incriminer Rousseau au premier chef, un auteur que mon prédécesseur a cité tout à l'heure, qui est Jacob Talmont, donc dans ses écrits donc, sur la démocratie totalitaire, notamment. Il y a plusieurs écrits de Jacob Talmont. Bon, Jacob Talmont qui a participé aux activités du Congrès pour la liberté de la culture, qui en fait donc qui était ici à Paris, donc, mais qui était piloté en fait en sous-main par la CIA pour contrer l'effort de propagande soviétique. Bien, et donc Talmont s'efforce de faire un parallèle entre démocratie, on pourrait dire véritable, ce qu'il appelle, je ne sais plus si je vais retrouver mon papier, oui, la démocratie libérale, tout simplement, voilà, je cherchais le terme, et la démocratie totalitaire. Et il fait donc de Rousseau un précurseur de la démocratie totalitaire. Bref, donc Rousseau a en effet un passif, si on peut dire, en tout cas dans l'historiographie, qui est plutôt à la base donc une historiographie libérale. Et donc de ce point de vue-là, on pourrait dire que Rousseau, c'est le moderne qui a failli. C'est celui qui s'est trompé et qui a fait diverger des principes modernes vers une pensée qui contiendrait les prémices du totalitarisme. Bien, alors ma perspective est un petit peu différente. Il ne s'agit pas en fait pour moi bien sûr d'opposer Rousseau aux libéraux, même si de fait il s'y oppose par certains aspects bien sûr, mais de montrer que en développant les positions qui sont les siennes, Rousseau en fait se montre
parfaitement conséquent avec le libéralisme, dont il a perçu les faiblesses et dont il s'efforce justement de pallier les faiblesses en question. Quelque part, Rousseau, il a pris le libéralisme au sérieux sur un plan philosophique et il s'efforce d'en contrer donc les conséquences. Et très clairement, les conséquences, c'est un manque d'unité de la société. Et Rousseau va précisément mettre l'accent sur la nécessaire donc, unité, et une unité absolue, totale pour le coup, de la société pour éviter, selon ses dires et selon sa conception, la tyrannie. L'idée de Rousseau étant que la tyrannie émerge à partir du moment où un individu ou un groupe d'individus recherche son intérêt propre. Jusque-là, rien de plus classique. Mais Rousseau en tire la conséquence que dès lors qu'il y a des intérêts individuels qui sont donc en jeu, eh bien on quitte en effet donc le jeu de la liberté pour tomber dans une forme de tyrannie. Par conséquent, il faut éviter en effet qu'il y ait tout intérêt individuel qui puisse donc s'exprimer, et il faut que vraiment sur le plan donc, sociopolitique, il y ait une unité radicale du corps politique. Bon, voilà, pour un peu résumer sa position, mais qui est un peu plus subtile que ça, mais enfin, dans le fond du propos, il y a cette idée-là. Bien, alors pour rentrer plus précisément dans l'analyse de Rousseau, je m'appuie donc sur le contrat social, de façon assez classique, lequel offre bien sûr beaucoup de portes d'entrée. En général, donc, les critiques qui ont été faites de Rousseau, les critiques libérales, mettent souvent l'accent sur la théorie de l'aliénation de l'individu au corps social. Rousseau donc préconisant une aliénation complète, totale, donc de l'individu au corps social. Alors pour ma part, je mettrai l'accent sur un autre passage, le passage concernant l'aliénation, donc tout le passage du pacte, qui est le fondateur de la société, est bien sûr essentiel, mais pour ma part, je retiens surtout donc, un passage sur lequel je m'appuierai, donc, qui est repris donc, du livre 2, chapitre 7, donc, du contrat social, et qui concerne le législateur. Et Rousseau nous dit dans ce chapitre la chose suivante. Je cite donc « Celui qui ose entreprendre d'instituer un peuple doit se sentir en état de changer, pour ainsi dire, la nature humaine, de transformer chaque individu, qui par lui-même est un tout parfait et solitaire, en partie d'un plus grand tout dont cet individu reçoive en quelque sorte sa vie et son être, d'altérer la constitution de l'homme pour la renforcer, de substituer une existence partielle et morale à l'existence physique et indépendante que nous avons tous reçue de la nature. Il faut, en un mot, qu'il ôte à l'homme ses forces propres pour lui en donner qui lui soient étrangères et dont il ne puisse faire usage sans le secours d'autrui. Plus ces forces naturelles sont mortes et anéanties, plus les acquises sont grandes et durables, plus aussi l'institution est solide et parfaite. En sorte que si chaque citoyen n'est rien, ne peut rien que par tous les autres, et que la force acquise par le tout soit égale ou supérieure à la somme des forces naturelles de tous les individus, on peut dire que la législation est au plus haut point de perfection qu'elle puisse atteindre. Bien, alors ce passage est en effet assez remarquable, à plus d'un titre, et parmi ceux-ci, le fait de consacrer en effet la dimension religieuse du social et du politique, y compris dans une sorte de parodie, volontaire ou involontaire, je ne saurais dire, mais une parodie de Saint Paul. Donc j'y reviendrai tout à l'heure, mais il y a une formule chez Rousseau qui rappelle un passage des Actes des Apôtres. Bon, il ne faut sans doute pas trop le surinterpréter, mais enfin, il y a un signe qui a quelque chose d'assez intéressant, je crois. Bien, Rousseau a manifestement conscience de l'énormité de ce qu'il écrit, puisqu'il s'efforce de le minimiser à l'aide de tournures euphémiques, pour ainsi dire, en quelque sorte. J'aurai aussi à y revenir. Bien. Mais pour comprendre donc toute la portée de ces affirmations, il faut d'abord les resituer dans le raisonnement général de Rousseau. Je suppose le raisonnement connu, mais je me permets quand même de le résumer à très grands traits. Bon, Rousseau part bien sûr du principe commun que je rappelais donc de l'individualisme, qu'on peut faire remonter au moins à Hobbes, voire même à quelques auteurs antérieurs.
selon lequel, donc, à l'état de nature, donc à l'origine, l'homme vivrait tout seul. Bien. Et que par conséquent, il ne va entrer donc, dans la société que du fait d'une convention commune. Cette convention ayant pour but de faire la paix entre les hommes, censés s'opposer, et de garantir un pouvoir, garantir l'instauration d'un pouvoir qui puisse donc faire taire les divergences et assurer la tranquillité, la sécurité, au sens le plus physique, on pourrait dire, du terme. Bien, l'idée étant que chacun étant indépendant état de nature, et bien les hommes sont potentiellement en état de conflit naturellement les uns avec les autres. Que ce conflit donc doit être géré et c'est l'entrée dans la vie sociale qui doit y conduire. Bien, à partir de là, donc, le but général du contrat social, selon Rousseau, c'est, je cite, de chercher si dans l'ordre civil, il peut y avoir quelques règles d'administration légitimes et sûres. Comprenons qu'il s'agit de trouver une norme de justice à même le droit positif. Donc, ce que Rousseau appelle l'ordre civil, c'est l'ordre du droit positif, et ceci donc indépendamment de tout recours à un quelconque droit naturel. À partir de là, le livre 1 du contrat social a pour fonction d'établir le principe qui légitime le pouvoir et donc le fait d'y obéir. Voilà, comment, c'est le problème que pose Rousseau, comment concevoir en effet une obéissance, à un pouvoir donc, qui soit juste, qui soit bonne, alors que l'individu, naturellement, n'a de compte à rendre qu'à lui-même. Alors pour dégager ce principe, Rousseau commence par éliminer diverses hypothèses sur l'origine du pouvoir, la famille, l'esclavage sous toutes ses formes, et également donc, le simple rapport de force. Il en résulte donc de ces critiques que toute société repose sur une première convention, et il reste à préciser donc quelles doivent être les caractéristiques de celle-ci pour qu'elle soit légitime. Autrement dit, quels sont les termes du pacte ou du contrat social. Là, nous sommes au chapitre 5 et 6 du livre 1. Alors, ces conditions se ramènent selon Rousseau lui-même à une seule, l'aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté. Bon, l'aliénation, c'est donc le fait de se dessaisir de ses droits au bénéfice d'autrui, en l'occurrence ici, la communauté. Alors, cette aliénation totale présente selon Rousseau un triple avantage, celui de l'égalité et donc d'une réciprocité parfaite, celui d'une union sociale absolue, personne ne gardant plus rien pour lui, et n'étant ainsi plus divisé avec le corps social, donc il y a une unité parfaite, et enfin le caractère impersonnel de l'instance sociale, l'incarnation du pouvoir dans une personne étant la faute suprême pour Rousseau, toujours selon l'idée que dès qu'il y a un individu, eh bien, il ne cherche que son intérêt propre. Si donc on a un pouvoir personnel, eh bien, la personne en question qui va concentrer le pouvoir ne peut par principe qu'être à la recherche de son intérêt propre et donc n'être qu'un tyran. Il faut donc un pouvoir qui soit anonyme. Bien, alors la fin du livre 1 donc, étudie les conséquences du pacte. Donc, quant au livre 2, il traite de la législation, par quoi il faut entendre avant tout les lois fondamentales. Grosso modo, c'est les lois donc, constitutionnelles. Ça déborde un petit peu de ceci, mais enfin ça englobe donc les lois constitutionnelles, puisqu'on est bien sur l'idée d'une société qu'il faut créer de toutes pièces, puisque naturellement, bien sûr, elle n'existe pas. Il faut donc des lois qui vont structurer cette société, pour ce qu'on appellerait en effet, le vocabulaire juridique, les lois constitutionnelles. Bien, alors c'est là que va intervenir le passage donc sur le législateur, parce qu'il faut une personne pour le faire. Le problème des associés étant que si leur volonté est toujours juste, par hypothèse pour Rousseau, par contre, ils n'ont pas forcément un jugement toujours éclairé, et il va donc y avoir nécessité d'une personne pour justement éclairer leur jugement et donc concrètement faire les lois qui vont fonder donc la société. Donc très clairement, Rousseau se rattache ici à des figures semi-légendaires, les fameux législateurs antiques, Solon, Lycurgue ou autres, dont la fonction un peu mythique a été donc, d'instituer un peuple, donc de le doter non pas simplement des institutions au sens des organes de l'État, mais des lois qui doivent lui donner sa forme, son âme. Bien, c'est dans ce but que, pour Rousseau, il faut changer, pour ainsi dire, la nature humaine. Bien.
Alors, si on reprend donc le passage que je citais donc plus haut, il y a donc trois aspects donc, dans la phrase que Rousseau donc, développe. Je vais me permettre de la relire. Celui qui ose entreprendre d'instituer un peuple doit se sentir en état de changer, pour ainsi dire, la nature humaine, c'est-à-dire de faire quoi? De transformer chaque individu, qui par lui-même est un tout parfait et solitaire, en partie d'un plus grand tout, dont cet individu reçoive en quelque sorte sa vie et son être. D'altérer la constitution de l'homme pour la renforcer, de substituer une existence partielle et morale à l'existence physique et indépendante que nous avons tous reçue de la nature. Donc, premièrement, il s'agit de transformer chaque individu, qui est donc un tout solitaire, en une partie d'un plus grand tout. Donc, la prémisse repose bien sur le postulat anthropologique moderne de l'individualisme. Bien. Mais donc, si l'individu individuel, précisément individualiste, autrement dit autarcique, est réel, ça veut donc dire que la société n'a pas de raison d'être. Bien. Si elle doit néanmoins exister, elle ne peut donc exister que contre la nature, qui doit par conséquent être abolie. C'est bien le sens de la seconde partie de la proposition. L'individu socialisé ne doit plus avoir une existence en vertu de la nature, mais en vertu du tout qu'est la société. Bien, dès lors que celle-ci est conventionnelle, et donc de ce point de vue-là artificielle, c'est-à-dire un produit de l'activité humaine, ça veut donc dire que l'individu social existe d'une vie artificielle, d'une vie donc purement sociale. Bien, alors, pour comprendre ce que veut dire Rousseau, un des commentateurs, on va dire, officiels, contemporains de Rousseau, Bruno Bernardi, insiste, je crois à juste titre, sur le fait que chez Rousseau, il y a sous-jacente à son affirmation, il y a une métaphore chimique. Donc, il faut savoir que Rousseau, ce qui est en général méconnu, et très très peu lu, Rousseau a écrit un traité de chimie. Donc, il avait appelé Institution chimique. Et en se basant encore sur une chimie qui est antérieure à celle de Lavoisier et qui repose sur, disons, le paradigme, disons, aristotélicien, ça a été beaucoup transformé, mais enfin, c'est quand même lointainement le paradigme d'Aristote du mixte. L'idée, très simplement, étant qu'un composé chimique, donc c'est un mixte qui altère les composants, que les composants dans le composé ne sont plus de la même manière dont ils étaient à l'état séparé. Contrairement à la chimie donc, de Lavoisier, où c'est une simple combinaison, les éléments restant ce qu'ils étaient naturellement, mais rentrant dans un jeu de relations nouvelles. Dans la théorie du mixte, donc, il y a réellement altération des parties et qui deviennent donc autre chose. Bon, c'est sans doute la métaphore qui sous-tend donc, la pensée de Rousseau. Il s'agit donc d'altérer en effet la nature humaine, de faire un homme nouveau. On arrive à cette idée. Par opposition à l'homme ancien de la nature. Bien. Très bien. Alors, dans ce cadre-là, donc, Rousseau dit bien qu'il faut que cet individu reçoive en quelque sorte sa vie et son être du plus grand tout, autrement dit, donc de la société. Donc cet individu ne va exister qu'en fonction de la société. Bon, c'est là où je crois voir une sorte de réminiscence, peut-être involontaire, de saint Paul, disant à l'Aréopage, dans les Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 28, « Qu'en Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Bon, la formule de Rousseau, c'est que cet individu doit recevoir du tout social sa vie et son être. Bon, il y a une sorte de parallèle entre les formules qui, je crois, n'est pas inintéressant à noter, même s'il faut sans doute éviter de le surinterpréter. Bon, donc on retombe bien quand même si ce n'est pas dit explicitement, sur l'idée que la société est une sorte de Dieu, si on reprend les termes de Hobbes que je citais tout à l'heure. Bien. Alors la précision suivante, donc, du coup, va de soi, altération de la nature pour la renforcer, puisqu'elle vit dans la vie du tout, c'était le deuxième point. Et il s'agit dans le troisième point de substituer une existence partielle et morale à l'existence physique et indépendante que nous avons tous reçue de la nature. Donc, l'opposition entre l'indépendance et le caractère partiel, autrement dit le caractère de partie de l'individu, l'opposition entre le physique et le moral. Bon, ça c'est une grande question chez Rousseau. Ici, très clairement, il voit un progrès sans doute dans la socialisation,
puisqu'on passe donc d'une existence purement physique, celle d'un animal ou d'un quasi-animal, qui est l'homme de la nature, à une existence morale. Il semble donc que l'homme, ou plutôt que l'animal dépravé du discours sur l'inégalité, sur les origines et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, hein, dans ce discours où soit cette phrase célèbre que l'homme, quand il dit que l'homme qui pense c'est un animal dépravé, voilà, donc, parce que de fait il est devenu donc altéré. Bon, ici c'est plutôt tourné en positif, il passe d'une existence physique à une existence morale, mais il s'agit bien donc en effet d'une transformation donc radicale. Bien, en résumé, il s'agit de refaire la nature. Par conséquent, ça signifie que celle-ci est mal faite. Elle est mal faite en ce sens qu'elle divise les hommes, elle les oppose. Elle est donc, elle est de ce point de vue-là facteur de violence, cette nature. Par conséquent, il faut aller contre. Et c'est bien donc ce que disait la suite du passage sur lequel je m'appuie. Il faut donc ôter à l'homme ses forces propres pour lui en donner qui lui soient étrangères. Donc il s'agit très clairement de détruire l'homme naturel et pour le reconstruire de manière différente. Bon, alors ici il convient de rappeler que le but de Rousseau, c'est bien de trouver, je le disais tout à l'heure, dans l'ordre social ou civil, c'est le terme de Rousseau, une norme de gouvernement légitime et sûre. On ne saurait la trouver dans la nature, il faut donc la chercher contre la nature. Bon, très bien. Mais encore, si on se demande pourquoi faire ceci, pourquoi donc la société en fin de compte ? Eh bien, le contrat social le dit, donc c'est au livre 1, chapitre 6, il faut supposer dans l'état de nature devenu impossible, et les hommes donc dans la nécessité de changer s'ils ne veulent pas disparaître. Bon, ça c'est toute la thèse de l'état de nature comme état de guerre, qui serait donc potentiellement destructeur pour l'humanité. Il y a donc nécessité de changer la nature humaine pour survivre. Je crois qu'on a là, en effet, les germes du totalitarisme. La nécessité d'aller contre une nature déficiente et même hostile, et une nature qui est celle de l'homme lui-même, donc qui est une nature interne, intérieure à l'homme même, et le fait qu'il y a une certaine fatalité à le faire. Car très clairement, donc, il ne s'agit plus ici alors d'une simple question de passion et d'appétit désordonné du pouvoir, comme dans une tyrannie classique, puisqu'il y va de la nécessité, d'une forme de nécessité, voilà, si l'homme veut survivre. Il ne s'agit pas non plus d'une simple question de domination arbitraire et violente, comme dans toute forme de despotisme, mais il s'agit donc de refaire l'homme, de le refaire de l'intérieur. Ce n'est pas simplement un pouvoir qui va contraindre l'homme de manière externe, mais il s'agit de capter l'intérieur de l'homme pour le refaire. Bon, je crois qu'on a là deux traits qui très clairement distinguent le totalitarisme d'une tyrannie ou d'un despotisme classique. Bien, le despotisme totalitaire revêt la figure de la fatalité ou des lois de l'histoire ou du progrès, à moins que, selon les variantes, il ne soit compris comme un ultime sursaut pour s'opposer à une fatalité destructrice. Bon, ça serait des développements qu'on aurait sans doute dans le nazisme, cette sorte d'idée d'une fatalité négative contre laquelle il faudrait agir, et précisément le régime donc nazi serait là pour le faire, avec la mythologie nordique des dieux d'Asgard qui livrent un dernier combat qu'ils savent perdu d'avance, mais ils le font quand même. Bon, ça, on pourrait éventuellement discuter la chose, mais il y a en tout cas un rapport en effet à une certaine fatalité dans cette dimension du totalitarisme qui est beaucoup moins non volontaire qu'une tyrannie classique. Bien. Alors, pour terminer, je dirais donc que ceci, bien sûr, dépasse très largement le cas de Rousseau. Cela le dépasse parce que, d'une part, donc, le problème auquel il se confronte, il ne le crée pas, il en a hérité. Et d'autre part, donc, le paradigme dans lequel s'inscrit sa pensée déborde donc, cette seule pensée, donc déborde le seul Rousseau lui-même. Penser un ordre dans la négation de la nature suppose que celle-ci est un désordre.
Et ce qui renvoie à l'idée absolument générale qu'on trouverait de Descartes à Kant et au-delà, que le monde sensible, le monde empirique, est un chaos que la raison doit ordonner. Et elle doit l'ordonner en y imposant une structure intelligible et rationnelle. Les concepts a priori chez Kant, le fait de tout réduire à la raison chez Descartes. Bon, les évolutions de ceci, on les trouverait jusqu'y compris dans la science, donc 19e, 20e siècle, avec une certaine reprise pragmatique du kantisme. Mais il s'agit toujours d'imposer au réel une loi qui est en fait une loi rationnelle. La science devient soumission du désordre sensible à un ordre rationnel et très clairement mathématique. Mais elle est en même temps aussi, deuxième aspect, cette science, découverte des mécanismes qui permettent d'agir sur les choses. L'action technique réussie, donc étant le signe que la loi mathématique dégagée par le travail de science est correcte, en même temps qu'elle rend donc effective une réorganisation de la nature. Bon, cette action technique suppose que l'on maîtrise les ressorts de la nature, les mécanismes à l'œuvre. Appliqué au domaine politique, par mode d'analogie, cela revient à imposer à l'ordre social une idée, le pacte social, qui est censé en donner la rationalité et donner le principe d'une réorganisation. Cela signifie aussi définir une réalité élémentaire, c'est l'anthropologie individualiste, sensualiste, qui est propre au moderne, et typiquement au XVIIIe siècle, c'est vrai aux auteurs du XVIIIe siècle. Il s'agit donc ensuite, ayant dégagé donc un principe d'organisation, de réorganisation de la nature, de le faire, et pour ainsi dire, donc, revenons à Rousseau, de changer la nature humaine. Alors, pour ainsi dire, c'est tout à l'heure que je reviendrai sur les euphémismes de Rousseau, il faut changer pour ainsi dire la nature humaine. Le pour ainsi dire suffit à indiquer qu'on ne saurait la recréer ex nihilo, la recréer de toutes pièces. Et il va donc s'agir en fait de la réorganiser. Et pour cela, de jouer sur les ressorts de la nature humaine. En clair, il va s'agir de procéder à une forme de manipulation, au sens propre, au sens figuré. On peut prendre les deux, je dirais, ensemble. Une manipulation de quoi ? Fondamentalement de ce qui est à la base de l'action humaine, à savoir la volonté. Telle sorte de volonté disparate, opposée à l'état de nature, on parvienne à une unité la plus parfaite. Bien, alors le contrat social, l'écrit qui est tout à fait contemporain, donc qui est le traité sur l'éducation, donc les 1000, vont en effet souligner le fait que, le plus clairement dit, c'est dans les 1000, que le maître donc, des 1000, il doit faire croire à Émile qu'il veut ce qu'il veut. Mais en fait, sa volonté, elle est guidée par l'instituteur ou par le maître. Donc en fait, on lui fait vouloir ce qu'il doit vouloir. Mais comme c'est quand même lui qui le veut, en effet, il a le sentiment d'être libre. Bon, sauf que sa volonté, elle est très clairement donc, guidée par les suggestions du maître sur le présupposé que le disciple est à la base ignorant et que donc le maître lui fait découvrir, mais il fait découvrir ce qu'il veut en fait. Bien, je crois qu'on atteint là en effet le totalitarisme, la manipulation de l'intérieur de l'homme, l'intrusion dans la conscience, ce qui suppose un individu qui est en fait fondamentalement passif. Bon, et là, je rejoindrai, je ne vais pouvoir faire que l'évoquer, mais toutes les analyses de Xavier Martin sur la dimension passive de l'anthropologie sensualiste et matérialiste, dont Rousseau, pour revenir une dernière fois sur lui, essaie de se démarquer en partie. Il s'oppose aux athées, aux D'Holbach, Helvétius de son époque, mais en fait, il la partage très largement. Et donc, cette idée que nous sommes en fait uniquement des êtres sensibles, que par conséquent, donc, toute notre pensée, y compris nos conceptions, sont des dérivations à partir de la sensibilité, et la sensibilité étant en nous ce qui est fondamentalement d'abord passif, c'est-à-dire que nous recevons les impressions sensibles du monde extérieur, et il y a ici une dimension en effet de passion qui est très claire. Alors, si nous sommes que sensibles,
si nous sommes donc sensibles de part en part, mais ça veut dire que fondamentalement, nous sommes en effet passifs, et nous sommes donc quelque part le fruit de mécanismes qu'en général nous ignorons, mais que celui qui les met à jour, celui qui les comprend, va pouvoir utiliser pour manœuvrer les personnes en question. Et je crois que là, on a en effet un des ressorts fondamentaux sur le plan théorique, en tout cas du totalitarisme. Bon, la mise en pratique a été plus ou moins couronnée de succès, parce qu'on peut, ce sera bien sûr mon point de vue, considérer que cette anthropologie est fausse et que donc la manipulation de l'homme est sans doute plus difficile que les penseurs du XVIIIe siècle ont pu donc le croire, mais il n'empêche qu'on a au moins essayé de le faire. Bien, je terminerai donc en disant que on pourrait encore élargir la perspective en disant que ce problème donc soulevé par la pensée donc moderne, que Rousseau donc s'efforce donc d'affronter et de résoudre, on pourrait dire qu'il est inhérent en fait au paradoxe de la pensée nominaliste. Alors ce qu'on appelle le nominalisme, donc c'est une façon de désigner donc une pensée qui va affirmer que n'existe que des individus. Si on s'arrêtait jusque-là, Aristote aussi a dit la même chose, mais le nominalisme va plus loin en disant que tout dans l'individu est individuel, voilà, qu'il n'y a pas de dimension commune, universelle, inhérente aux individus. Et la conséquence, c'est que donc on va avoir autant d'unités qu'il va y avoir dans des personnes humaines. Alors des unités qui sont à la fois donc toutes différentes les unes des autres. Précisément, c'est le cas de l'individu qui va être donc unique, mais qui en même temps, en tant qu'elles sont autant d'unités, eh bien, vont en fait avoir une très grande uniformité. C'est-à-dire, je peux considérer l'individu de deux points de vue, dans son unicité, dans ce qui le différencie de tous les autres, ce qui va l'opposer, mais je peux aussi le considérer comme un individu parmi d'autres. Bon, si nous ne sommes jamais qu'une unité, quelque part, une unité est interchangeable avec une autre. Et donc, on arrive ici, bien sûr, au problème de faire, donc, justement, d'arriver à une véritable unité de cette diversité. Soit on met l'accent, c'est un versant du nominalisme, sur la diversité, et donc on a une pure diversité sans unité, chaque individu est unique, donc il n'y a pas de dimension commune, ou bien on va considérer ces individus comme autant d'unités en fait interchangeables, et on arrive à une unité absolue, de type en effet rousseauiste, voire donc totalitaire. Bon. Dans tous les cas, je crois qu'on ne parvient pas donc à faire une unité réelle, d'une diversité réelle, ou dit autrement, on n'arrive pas à penser un véritable ordre social et politique. Alors j'avais prévu de dire un mot par rapport aux traductions révolutionnaires, donc la pensée de Rousseau et plus largement de cette pensée moderne. Je crois que je vais devoir m'en tenir là. Disons simplement que le problème des révolutionnaires, à partir de là, pour autant qu'ils ont appliqué ce type donc, de pensée, c'est en effet comment considérer les peuples historiques très clairement l'obsession de la régénérescence du peuple qui traverse la pensée révolutionnaire et par ailleurs l'unité idéologique de la nation qui en fait quelque part un peu le socle, rejoignent tout à fait donc, ce qu'on a vu à travers Rousseau, cette idée d'une nature humaine donc mal faite, une nature empirique mal faite, donc il faut refaire. Politiquement, ça suppose donc de faire du passé table rase et de repartir donc sur des bases nouvelles. Ça a été dans les grandes lignes, pour l'essentiel, en tout cas un aspect essentiel de la politique révolutionnaire, même si sans doute il y en aurait d'autres. Voilà, je m'arrêterai sur cette remarque. Alors, j'ai dit qu'il y a peu de questions, il peut quand même y en avoir, même si on va essayer de limiter le nombre, mais je ne sais pas s'il y en a, sinon on passe directement à l'intervention suivante. Moi j'appelle Esther pour... Oui, pardon. Oui. Est-ce que les travaux de jeunesse de Rousseau
sur la Pologne, sur la Corse, et où on voit, je dirais, son admiration pour Sparte, est-ce que ces travaux sont encore d'actualité dans le contrat social? Est-ce qu'on peut dire est-ce que vous êtes d'accord pour dire, ou pour accepter l'idée que, dans le fond, le contrat social n'est pas un subterfuge, mais enfin, disons, est un procédé pour amener les contemporains de Rousseau, qu'il considère comme des dénaturés ou des dégénérés, enfin, disons, des hommes, je dirais, portés au plaisir, ce qu'il, je dirais, n'approuve pas nécessairement. Donc le contrat social ne serait qu'un instrument pour, je dirais, rentrer dans la pensée dominante du temps, pensée dominante qui lui permet de justifier par un certain type de contrat social, d'amener les hommes de l'état de nature vers un contrat social de type, pense-t-il en tout cas, de type spartiate. Enfin, un contrat social qui restaurerait une cité antique spartiate, c'est-à-dire où, pense-t-il, les individus sont entièrement absorbés par le tout. Et donc, ce qui évidemment, avec d'un côté le holisme spartiate et de l'autre côté le contractualisme moderne, nous donne évidemment, là je suis parfaitement d'accord avec vous, le totalitarisme. Parce que quand vous additionnez, je dirais, les deux éléments, évidemment, ça vous donne un mélange explosif. Assez explosif, tout à fait. Alors là, comment dire, je ne vais pas avoir de réponse tout à fait, je dirais, assurée, parce que je n'ai pas précisément étudié, je dirais, la question du rôle exact du contrat social, je dirais, dans le dispositif, si on peut ainsi dire, général donc de Rousseau. Bon, ce qui est sûr, c'est que le contrat social, c'est quelque part un pis-aller pour Rousseau, parce qu'il avait prévu donc de faire un très gros ouvrage, très ambitieux, qui devait s'appeler, je crois, Institution politique, si je ne me trompe pas, il me semble, dont le contrat social n'est que une petite partie, nous dit-il. Hein. Bon, il a renoncé à faire le reste, parce que c'était au-dessus de ses forces, bon, c'est ce qu'il prétend, en tout cas. Donc du coup, par rapport aux écrits de jeunesse, je ne sais pas si l'idéal spartiate, il n'est pas forcément absent du contrat social lui-même, je crois. Hein. L'idée d'unité en effet complète, de soumission complète à l'ordre social. Bon, dans le contrat social même, c'est vrai qu'il ne fait pas tellement allusion à Sparte, que je sache. Hein. Voilà. Il fait allusion à Rome davantage. Voilà. Il y a un développement sur le fonctionnement donc, de la cité romaine. Donc, c'est vrai en effet assez différent. Mais oui, les conditions du pacte et la description qu'il fait du pacte social et donc de ses conséquences me semble quand même pas très, très éloigné, en effet, des descriptions un peu mythiques de la Sparte antique. Donc je pense pas qu'il y ait vraiment une rupture. Mais bon, là, j'avoue que je suis pas assez spécialiste de la pensée de Rousseau. Voilà, pour, Moi, pour le coup, mais en l'occurrence, effectivement, moi, je ne suis pas pianiste, donc, mais moi, il me semble que les écrits de jeunesse de Rousseau, c'est pour ça que je vous demanderai la confirmation, mais ça sera une réflexion. Et moi, il me semble que les écrits de jeunesse de Rousseau restent d'actualité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une clé de lecture. Je ne dis pas que c'est la seule, hein, mais que c'est une des clés de lecture de Rousseau. C'est-à-dire qu'en fait, reste toujours sous-jacente l'idée, je dirais, d'un retour à ce qu'il pense avoir été, je dirais, la cité antique idéale. Et c'est Sparte. Oui, c'est pas Athènes. Oui, c'est pas Athènes. C'est pas la démocratie. Non. Rousseau, il est spartiate de ce point de vue-là, oui, tout à fait. Il est pro-Sparte. Mais il y a des signes, bon, très rapidement, il y a au moins deux signes qui vont dans ce sens. C'est le fait qu'il insiste quand même beaucoup sur la vertu, encore, dans le contrat social aussi. Hein. Donc ça, c'est bon. Là, il y a un signe, en effet, vers cette dimension. Et puis le fait que, très clairement, concernant... alors ça, c'est plus dans sa typologie des régimes, c'est vrai, parce que le contrat social vaut pour tous les régimes. Mais très clairement, dans le développement de la démocratie, ce qui, quand même, il préconiserait, manifestement, ça sera quand même sa prédilection, mais il redit très clairement dans le contrat social que ça ne peut valoir que pour les petites unités, donc pour les cités, bon, pour Genève, bon, en gros, pour prendre l'actualité de l'époque. Et donc, là aussi, le modèle spartiate, il est sans doute prégnant.
Oui. Pour compléter, et malheureusement tout à fait d'actualité, tout ce qui a été dit sur le totalitarisme, l'annihilation de la personne à la société, c'est exactement ce qu'on retrouve dans l'islam. Je ne parle pas de la petite cuisine islamique que se fait chaque musulman sociologique, mais dans les fondements, dans le Coran, le pacte primordial coranique, ce sont les fils d'Adam, les petits-fils d'Adam qui font soumission à Allah, donc toute la société a fait soumission, et vous retrouvez les mêmes données et la même transformation de l'individu, son inféodation à l'umma, et justement, enfin, moi je connais beaucoup de convertis ex-musulmans, beaucoup de difficultés à se dépouiller juste de l'homme ancien, qui est l'homme ancien islamique, inculqué par la famille, et surtout ceux qui ont vécu au pays, et particulièrement les garçons. Cet appel à l'émotivité, les pulsions, on le retrouve, c'est l'orgueil, la domination, on retrouve tout à fait. Donc, bon, quand Rousseau se penche sur Sparte, en fait, je pense que les racines remontent bien au-delà. Cette idée de messianisme qui est hérité d'une hérésie arienne, puisque l'islam en dérive, on le retrouve bien au-delà de Sparte, de Rousseau. Et bon, je ne pense pas que Rousseau ait une connaissance de l'islam. Alors, si, un peu. Très clairement, dans le contrat social, il dit son admiration pour Mohamed, qui a su fonder. Mais voilà, c'est un de ceux qui a le mieux réussi à fonder un ordre stable. Là, il est très clair. J'ai le livre, je pourrais retrouver. C'est bref, il ne s'appesantit pas dessus, mais il revient, je crois, à 2 reprises. Et très clairement, il dit son admiration, en effet, pour la fondation donc, de type politico-religieux. Alors ce qui l'intéresse en effet, il revient, oui, c'est pourquoi il revient une deuxième fois, c'est quand il traite de la religion civile à la fin du contrat social. Alors ce qui le gêne le plus dans la dimension de l'islam, ce sera en effet le côté religion révélée, mais la dimension politique de l'islam, il trouve ça tout à fait, je dirais, c'est ce qu'il faut faire, quelque part. La religion est révélée dans l'islam, oui, bon, voilà. Mais elle est révélée de façon à être mise au service. J'entends bien. Là, bon, ça, il faudrait se développer. Disons que Rousseau, là, ne rentre absolument pas dans la discussion de détail, bien sûr. Hein. Mais donc, il en retient, la dimension, en effet, de structure politique stable. Et puis, par ailleurs, d'autres éléments de réponse, en effet, le parallèle entre la structure de pensée, disons coranique, islamique, si on veut, et l'idéalisme moderne, ça a pu être fait. Enfin, de mémoire, parce que je ne saurais pas vous redire la référence exacte dans l'ouvrage, mais c'est, je crois, le père Jacques Jaumier qui avait fait le parallèle. Alors, c'est un ouvrage plutôt de vulgarisation, ça s'appelle Comprendre l'islam, je crois, c'est plutôt pour le grand public, mais c'est un très bon ouvrage. Et alors, ça a été écrit il y a déjà longtemps, et donc le parallèle, c'est avec le marxisme, bien sûr, parce qu'à l'époque, c'était la référence, je dirais, un peu naturelle. Mais très clairement, il montre, oui, les parallèles au niveau d'un peu de la structure a priori de la pensée. Enfin, bon, il y a des parallèles qui peuvent être faits. Même si, historiquement, il y a, bon, bien sûr, pas de filiation, là, pour le coup. Enfin, en tout cas, pas je dirais, perceptible.